Bonjour à tous, épisode 5 avec cette team DSM. On va terminer ici le Tour de France et on est sur ce variant 2017 qui nous est quelque part si peu favorable. Je vous proposerai dans cette vidéo les étapes 12 à 21. Alors, ce tour avait commencé, donc j'avais proposé 11 étapes à l'épisode précédent. Rohan Dennis avait remporté le prologue de Düsseldorf. Ensuite, il y avait eu un combat sur de nombreuses étapes. Il y avait eu un combat de sprinters. Je crois qu'il va y en avoir 6 en tout sur cette première partie qui vont se jouer entre Groenewegen et Caleb Ewan. Tiesj Benoot a tiré son épingle du jeu sur l'étape 3. Puis après, voilà, hein, c'est donc cette fameuse lutte, je vous disais, Ewan, Groenewegen, avec un intermède Larry Warbasse au sommet de la planche des belles filles, les favoris s'étant neutralisés. Ewan confirme une petite tendance à ce moment-là à la supériorité sur le sprint plat, même si, regardez ici, Groenewegen revient à deux partout pour pas grand-chose. Arnaud Démare est toujours Fanny à ce stade-là. On verra peut-être par la suite. Benoot a pris l'étape des rousses en profitant quelque part du marquage sur Hindley, Pogacar, Roglic, les uns sur les autres. Après, on aura eu comme ça un peu d'opportunisme à Chambéry pour prendre l'étape 9. Groenewegen prend ensuite l'avantage à l'étape 10 sur Ewan. 3 victoires à 2 avant qu'Ewan ne revienne à 3 partout. Donc, il est en tête, Caleb Ewan est en tête du maillot classement par points, maillot vert. Cependant, Groenewegen n'est pas trop loin encore. Arnaud Démare est à la lutte. Pour ce qui est du maillot à poids, classement de la montagne, là c'est encore assez serré, rien n'est réellement décanté. C'est plutôt le général là pour le coup qui pose des questions parce que on a le maillot à ce moment-là qui est sur les épaules de Tiesj Benoot avec une avance qui est relativement maigre tout de même pour le champion belge. Et surtout une étape 12 très très compliquée avec cette arrivée à Peyragudes. Les 13, 14, 15 à la limite peuvent se négocier et peuvent être piégeuses pour certains si on fait le boulot. Et après, je pense que le juge de paix, ce sera non pas la 17, mais l'étape 18 avec cette arrivée au sommet de l'Izoard. Et un contre-la-montre ensuite à l'étape 20 qui quand même nous fait froid dans le dos avec Bardet, Benoot et Hindley comme principale force, il faut le dire. Alors je vous avais dit à la fin de l'épisode précédent que je me questionnais, que je savais pas tellement si j'allais plutôt privilégier Hindley dans un duel de grimpeurs, mais forcément déséquilibré, puisque Hindley roule moins bien et qu'il est certain de concéder environ 1 minute, enfin pour la faire courte, sur le contre-la-montre de Marseille à l'étape 20. Donc doute entre privilégier Jay Hindley et privilégier Tiesj Benoot. Alors je vais vous dire pourquoi. Il y a 2 éléments qui m'ont fait choisir l'un plutôt que l'autre. Le premier, c'est que j'avais annoncé à l'avance que je jouerais pour Hindley. Et donc, une forme de loyauté fictive dans un jeu vidéo, je vais rester sur Hindley. Je vais jouer pour lui parce que je l'ai annoncé, parce que le tour est programmé de cette façon-là pour cette saison avec DSM. La deuxième raison, c'est que j'ai déjà proposé des choses un petit peu, on va dire, abracadabrantesques un peu avec Benoot, à savoir remporter un Tour de France en étant absolument pas noté pour cela, ou même un Giro. J'avais fait ça avec Sunweb l'an dernier. C'était évidemment basé sur une équipe très agressive sur de nombreux endroits où éventuellement on n'attendait pas de différence au niveau des grimpeurs. Et donc, ayant déjà proposé cela, je vais essayer de proposer autre chose sur cette fin de Tour de France, à savoir jouer la carte Jay Hindley et donc sacrifier Benoot. Alors c'est vrai que je ne cacherai jamais mon affection pour le coureur Tiesj Benoot, je le suis de près. C'est vrai, je l'apprécie énormément. Il se trouve qu'il a un profil qui est particulier. Quand on commence à chercher dans le détail, il est le seul
des non-extraterrestres à pouvoir rivaliser sur des tas de terrains différents. C'est un peu ça qui fait que sur PCM, il est une arme que j'adore manipuler, que j'adore utiliser. En plus du fait que je trouve le mec plutôt attachant. Il a quelque chose de touchant en plus dans le fait de, finalement, quand vous regardez une course, et il a encore fait cinquième de Paris-Nice, là, parce que Hamilton lui a grignoté une seconde de bonif, suite à cette étape aussi incroyable, numéro 8, sur laquelle Roglic a tout perdu. On s'y attendait pas vraiment, faut être tout à fait franc. Ce que j'aime, c'est, en fait, quand on voit courir Tiesj Benoot, il n'est ni capable de faire la différence en punch pur, il ne va ni capable de remporter réellement un sprint, même en petit groupe, c'est compliqué, hein, faut être honnête. Ce qui veut dire qu'en fait, en plus, sa note de montagne le handicap, donc c'est un vrai défi à manipuler. Et quand on ajoute à ça le fait que sa première victoire professionnelle, c'était sur l'Estrade Bianche, qui s'avère être une course, pour moi, un peu juge de paix dans la saison, puisque quand on regarde les vainqueurs suivants, on voit Alaphilippe, on voit Wout van Aert en août dernier, et on voit Van der Poel dans la foulée. Donc c'est assez incroyable. C'est assez incroyable de voir le palmarès. Et puis si on monte les années 2010, etc., il y a quand même 3 fois Cancellara, il y a 2 fois Philippe Gilbert au préalable, il y a une fois Steve Kwiatkowski, Sagan s'y est toujours cassé les dents. Je trouve qu'il y a quelque chose d'attachant. Après, il y a aussi quelque chose d'attachant, comme on le voit ici, à jouer avec Romain Bardet. C'est pour ça que j'aime bien cette team DSM, parce que l'ami Romain, quand même quelqu'un dont on a pu parfois signaler les échecs au cours des années qui ont précédé. Alors là, j'étais en train de tuer Benoot à l'avance, donc on va quand même s'arrêter de rouler, mais voilà, on va la jouer stratégique. Ça, c'est dans le port de Balès. Je vais revenir à la course dans une seconde, le temps de terminer mon propos. Donc, Benoot est passionnant à jouer. En revanche, quand je parlais de non-mutant, premier non-mutant à pouvoir s'imposer sur des terrains différents, c'est parce qu'en fait, si vous vous autorisez à jouer avec Alaphilippe, avec Van Aert, avec Van der Poel, je l'ai déjà fait, peut-être que je le referai, avec l'un de ces trois-là, ou bien même avec Pogačar, qui est un des nouveaux mutants du cyclisme actuel, ou même un Roglic qui quand même nous fait froid dans le dos par moment. Et moi, je ne l'oublierai jamais Egan Bernal, parce que pour moi, actuellement, il est diminué. Ce n'est pas le vrai Egan Bernal que nous avons là. Donc il ne faut absolument pas le mépriser. Bernal n'est pas là sur ce Tour de France, nous le savons. En revanche, Pogačar est bel et bien là. Les deux Slovènes nous posent quelques petits problèmes. Je roule ici en essayant d'économiser Bardet et d'économiser Benoot pour pouvoir les utiliser dans Persourde. Parce que je ne veux absolument pas m'en départir à ce moment-là. Donc à l'attaque de Pogačar, j'ai répondu par du curseur Hindley en laissant les deux autres dans la roue. C'est Bardet évidemment, très logiquement avec ses notes, qui va plutôt faire la descente. J'aurais pu m'économiser, vous voyez, après coup, y a toujours des choses qui nous apparaissent. J'aurais pu économiser davantage, puisque on sait très bien que si Pogačar part dans la fin de Port de Balès, il va y avoir des gens pour rouler dessus, et c'est peut-être pas utile de se dépouiller à fond. Moi, je joue souvent, vous savez, sans couper le temps, presque 99% du temps, voire plus. Je prends parfois de mauvaises décisions sur l'instant, puis parfois même en commentant pour vous présenter les vidéos. Après montage, en commentant, je me rends compte de certains éléments, de certains fails, de certaines choses que j'aurais pu et dû faire différemment. Bon, en l'occurrence ici, on n'est pas encore en train de se flageller. On est dans une certaine logique. On va faire rouler un petit peu Hindley maintenant que Bardet a tout donné. Et puis, on essaiera d'utiliser Benoot au moment... Ah là là, zut. Attaque de Pogačar et Roglic. Là, on est obligé d'y aller. Si on n'y va pas, ils vont aller jusqu'au bout à tous les deux. En plus, ils reprennent Thibaut Pinot. Alors, Thibaut Pinot n'est pas au mieux sur ce Tour de France. C'est assez étrange, la méforme totale de Thibaut Pinot là-dessus. Allez, Hindley a recollé, tout va bien. Benoot n'aura pas pu réellement aider. En revanche, on va essayer de contre-attaquer.
Parce que si on joue la carte Hindley, c'est pas pour attendre sagement dans la roue de Roglic et de Pogačar, c'est plutôt pour essayer de provoquer des choses et de jouer avec, en tout cas si le jeu nous le permet, un petit peu de panache. Pourquoi est-ce que je dis si le jeu nous le permet? C'est qu'en fait, le panache ne paye pas sur Pro Cycling Manager en mode extrême, à part sur, je parlais dans les commentaires avec certains, à part sur une Vuelta où tout le monde est mal préparé, à ce moment-là, là vous pouvez vous faire plaisir parfois, sur des attaques un peu lointaines, et quand on joue avec un coureur qui est dominé au niveau des notes, il faut pas commencer à essayer quand même de faire preuve de trop de panache. Je vais quand même essayer de m'accrocher, et s'il y a quelque chose à faire à un moment donné, on va pas hésiter. Et ici, le mano à mano entre Hindley et Pogačar, pour essayer de rentrer sur Roglic. Vous voyez là par exemple, il n'est pas impossible que j'ai commis une erreur également, c'est de trop faire d'efforts, parce que j'ai quand même quelque part un peu emmené Pogačar. Alors l'écart va pas être énorme, hein. J'ai quand même un peu emmené Pogačar, oui pour Bonneau c'est terminé. Roglic semble être en mesure de s'imposer, Soler a été repris et donc ce ne sera pas pour lui la victoire. Et c'est Roglic qui va s'imposer comme ça ici devant Pogačar. Hindley va comme ça solidifier une 4e place sans bonif, donc on va peut-être perdre quelques secondes, mais surtout on va avoir un classement général totalement bouleversé au terme de cette étape 12 que je vous avais annoncé comme étant un tournant absolu. Si j'avais protégé Benoît avec Hindley, j'aurais perdu du temps, mais j'en aurais pas perdu du tout autant. Là, c'est un peu plus de 3 minutes. Bref, on se comprend entre joueurs, vous savez de quoi je parle. Vous savez très bien de quoi je parle. La carte Hindley a été jouée, à présent on ne revient plus en arrière. Donc, une 28 à boucher avec un maillot jaune qui est sur les épaules de Pogačar. Et voilà, un non partant à l'étape suivante. Sütterlin, vous savez que j'étais inquiet pour Sütterlin et également pour Nico Denz, 2 équipiers importants dans ce Tour de France, tous le sont. Eh bien, malheureusement, les craintes ont été confirmées. Abandon de Sütterlin après l'étape 12. Et on attend juste maintenant de voir si Denz va récupérer ou si on sera obligé de terminer à 6 coureurs, ce qui serait forcément dommageable. Donc le maillot au matin de cette étape 13 qui va, mine de rien, jouer son petit rôle dans le classement final, vous allez voir. L'étape 13, elle est intéressante, elle est courte, il y a des échappées ici dont certains grands noms font partie, puisque certains ont complètement raté le général, tiens, Groenewegen, j'aime bien là, certains ont complètement raté le général du Tour de France. À partir de là, il y a des victoires d'étape à aller chercher pour les uns ou pour les autres, hein. C'est toujours comme ça que ça se passe, aspect très réaliste, il faut le souligner. Je décide de rouler un petit peu pour ne pas leur laisser trop de champ, parce que je ne dédaignerai pas la victoire d'étape éventuellement, et je me dis aussi que si on veut qu'il se passe quelque chose pour Hindley, il va pas falloir attendre seulement le sommet là-haut à Péragude et le sommet non plus de l'Izoard, si vous voyez ce que je veux dire. Il va falloir à un moment donné essayer de muscler la course, essayer de provoquer des défaillances, si c'est faisable en tout cas. Après tout, Pogačar ou Roglic ne paraissent pas invincibles. Donc il faut juste essayer de voir si on est capable de faire quelque chose pour les bousculer. Attention quand même à Geraint Thomas qui est un petit peu en embuscade. On le regarde, mais on en a quand même moins peur que des 2 Slovènes. Allez, Romain Bardet ici va faire le boulot. J'ai déjà réduit pas mal le groupe maillot jaune. On va voir qui est capable à ce stade-là de s'accrocher, qui l'est moins. Il y aura dans cette étape le fameux mur de Péguerre, hein. Que nous connaissons maintenant comme, on va dire, un nouveau classique sur le Tour de France, hein. Mur de Péguerre sera la difficulté suivante, avec des pourcentages qui sont quand même assez remarquables. Donc on coupe l'effort derrière, cela va de soi, pour voir si déjà le fait de faire rouler Benoît et d'économiser un peu Bardet pour plutôt le mur de Péguerre en soutien de Hindley, est-ce que ça pourrait pas
nous permettre de récupérer quelque chose, à voir. À voir. L'avance n'est quand même pas monstrueuse. Je crois qu'il va falloir bientôt décider de se relever. Sans cela, on va s'épuiser pour rien. C'est-à-dire qu'en gros, on va moins récupérer dans la descente que ce que nous aurions récupéré. Surtout que derrière, Marc Hirschi fait un boulot de damné. Alors là, c'est du niveau... sur ces séquences-là, le Hirschi qui emmène comme ça pour ramener Pogačar, c'est du niveau à la Philippe sur PCM. C'est-à-dire qu'on peut rien faire, faut surtout pas essayer de s'y opposer, il vaut mieux se relever. Toujours le problème quand il reste comme ça un ou deux équipiers hyper forts au leader concurrent, bonne chance pour arriver à les décramponner et même on n'arrive pas à les faire se consommer, c'est ça qui est difficile, dirais-je. Voilà, donc à ce moment-là, mur de Péguerre, on va tenter notre chance. Je vais demander à Romain Bardet de rouler très très fort en regardant si par hasard Benoît, qui est doté d'un plus 5 ce jour-là, ne pourrait pas ensuite emmener Hindley vers une belle perf. Écoutez, on va commencer déjà par attaquer, puis on va voir ce qui se passe. Parce qu'à ce moment-là, je me suis dit, là encore, Pogačar était un petit peu loin dans le groupe maillot jaune. Est-ce qu'on pourrait pas le piéger ? Roglic, en tout cas, ne s'est pas fait piéger. Il relance ici. Par contre, oui, l'ami Pogačar a, semble-t-il, été un petit peu ralenti sur ce mur de Péguerre, parce que la route est un peu étroite. On a comme ça une petite spécificité qui fait que c'est comme sur certaines routes italiennes en fait. Et là, je me dis, tiens, on va tester Pogačar. Est-ce que si j'y vais à l'effort, à gros effort, avec Benoît, est-ce que je le lâche ? Donc en gros, est-ce qu'il est vraiment dans un mauvais jour ? Non. Réponse, il s'était juste fait piéger et il ne panique pas. Il ne panique pas. À voir un petit peu ce que ça peut donner à la Philippe en perdition. Je vais essayer de le lâcher à ce moment-là pour voir si on pourrait pas rentrer sur l'avant. Le groupe Hindley me va bien là. Il y a quelques mecs qui ont intérêt à rouler. Puis là, on va surtout pas rouler en espérant que Pogačar doivent le faire, ce qui n'est pas garanti. En tout cas, il est sorti du mur de Péguerre en perdition. Étonnant, avec ce 85 en montagne, la forme du jour ne devait pas être exceptionnelle du côté de Pogačar. Il y en a un qui est en train de se gaver devant. Il y a Roglic qui est en train d'essayer. Il a lâché Mollema, avec lequel il avait franchi le sommet du mur de Péguerre, et dans la foulée, il nous fait la descente. Roglic, derrière, si c'est Alaphilippe qui fait la descente de Pogačar, ça devrait plutôt pas mal se passer et ça devrait limiter un petit peu les écarts. On est à quoi ? Environ une 30 sur Roglic, une 40 et une 20 sur le groupe Hindley. Donc il y a peut-être du temps récup pour Hindley. Ce serait quand même une drôle de bonne affaire de reprendre un peu de temps sur Pogačar qui désormais roule la majeure partie du temps dans cette descente. Ouais, Bardet me paraît un petit peu loin, ce sera difficile de le faire revenir. Les échappés aussi me paraissent avoir l'avance suffisante pour se partager la victoire d'étape. Néanmoins, est-ce qu'on pourrait pas essayer de gagner un peu de temps avec Hindley ? Parce que là, ça semble pas rouler des masses. Pogačar ne devrait probablement pas rentrer. Donc, moment important que cette étape 13, est-ce qu'on pourrait pas reprendre au moins Roglic ? Ce serait pas mal de le reprendre. Donc là, j'essaie de lâcher Pogačar avec Benoît pour voir un petit peu si derrière ça réagit. Oui et non, j'ai envie de dire. Quand même, ils sont pas encore très très en forme. Alaphilippe et Pogačar terminent difficilement cette étape-là. Landa, heureusement, a un peu roulé pour eux. C'est David Gaudu, vous l'avez vu à droite, qui s'est imposé. Derrière, on aura eu assez peu d'écart entre les uns et les autres, puisque finalement Hindley aura même réussi à sauter Roglic au sprint. Donc, pas de temps perdu pour Hindley, du temps perdu pour Pogačar. Pogačar a peut-être perdu son Tour de France, en fait, sur cette étape-là, puisque à l'arrivée, c'est très très cher, vous voyez. Il passe à 1,05 derrière Roglic. Et Jay Hindley le talonne à 21 secondes. Et on aborde après une étape plutôt de transition. Une étape de transition qui arrive à Rodez. Il y a une petite difficulté dans le final là, avec fort pourcentage. Donc ça, c'est le type d'étape
sur lesquels, si on a un scénario, là vous voyez par exemple, je suis un petit peu déçu de ne pas avoir de vent pour provoquer des bordures ou pour essayer de faire travailler certains leaders. J'ai envisagé le fait d'envoyer quelqu'un à l'avant, mais ça me paraissait pas le meilleur choix. Je voulais garder un petit peu mes forces, toutes aux côtés de Hindley, pour essayer à un moment donné d'accélérer dans toute la deuxième partie d'étape en fait, qui s'avère potentiellement difficile, puisqu'il y a des enchaînements avec faux plat montant ensuite. Alors au final, comme j'ai vu qu'il y avait une opportunité, j'ai envoyé Kragh Andersen aussi parce que j'ai vu Jongels partir, et je me dis qu'une échappée avec Bob Jongels et Kragh Andersen, ça peut toujours être pas mal. Il y a du champ qui va être laissé progressivement à cette échappée, et puis si on a Kragh Andersen à l'avant, vous suivez ma pensée, imaginez Bardet-Benoît qui arrive à faire un effort maximal avec Hindley dans la roue, et rejoindre Kragh Andersen à un moment donné pour essayer de faire très très fort au classement. En tout cas, c'est une option. C'est une option. Après, ça dépendra de l'écart aussi qui est laissé par le peloton. On voit que le peloton a vraiment peu d'intérêt pour la victoire d'étape en ce jour de l'étape 14. L'échappée est pas mal. Walscheid, je pense qu'on le lâchera. Birmans, Herviti également. Donc il y a vraiment Jongels, voire un peu Janssen, qui peuvent s'avérer être compliqués à gérer pour Kragh Andersen. Déjà, personne ne fait les GPM. L'écart me paraît énorme. Ça va se jouer devant. Alors on va peut-être entamer quelque chose à l'arrière. On va peut-être commencer à demander aux uns et aux autres de rouler pour voir s'il y a moyen de piéger Roglic ou Pogačar sur un gros final de notre part. Parce que là, quelque part, je ne marche pas sur les plates-bandes de Kragh Andersen qui va devoir jouer son coup de son côté en solitaire. Il va falloir essayer de se jouer des échappées. C'est pas toujours chose facile, hein. Parfois, on se fait surprendre par quelqu'un qu'on n'attend pas. En tout cas, il va falloir surveiller. Et derrière, je décide de rouler pas mal pour essayer de réduire. Vous voyez ici, ça s'est opéré. Petite cassure. Après, elle n'est peut-être que provisoire, hein, parce que il suffit que sur une relance, il y ait eu un petit écart et vous avez tout de suite un écart. Voilà, vous voyez, le peloton s'est reconstitué. On va dire que c'est tangent. L'accélération du team DSM a tendance à laisser quelques coureurs un peu sur le côté. Il y a une vraie bataille, en tout cas à l'arrière, entre nous et tout un tas d'autres coureurs. Vous voyez, 77. C'est un peu au gré des accélérations, des relances et des petites difficultés qu'on va avoir ce groupe maillot jaune qui va se dépeupler ou se repeupler. Devant, en tout cas, il est temps de ne pas faire n'importe quoi. On roule un peu, mais pourquoi se fusiller ? Je n'en vois pas l'intérêt. Donc, toujours amusant de régler deux choses à la fois parce que vous avez comme ça des attaques dans votre dos. Donc, en l'occurrence, ici, celle-ci ne m'a pas trop fait mal parce que Andersen est dans un très bon jour, hein. Donc à partir de là, je sais que je dois pouvoir arriver à prendre le meilleur sur mes deux compères, mais à condition de quand même pas non plus les laisser partir parce que je suis en train de m'occuper du groupe à l'arrière, quoi. Si vous voyez ce que je veux dire. Alors, on va peut-être bientôt pouvoir se caler dans la roue. Eh ben non, le jeu ne nous le permet pas. Pourquoi ? Ça, c'est pour la bosse finale. C'est toujours pareil. Sur un profil de plaine, j'aurais pu me caler à 17,9 km de l'arrivée. Et là, ça n'est pas le cas. Donc, il faut une surveillance accrue. Allez, 2 km, 4, 3, 2, 1. Il va falloir y aller. Parce que sans cela, on pourrait se faire piéger. Kragh Andersen prend les devants. Et pendant que Bardet roule derrière avec ses dernières forces, va aller comme ça s'imposer en maintenant son avance sur Jongels et Janssen. Et derrière, on va essayer de grappiller une seconde ou deux en envoyant Tiesj Benoot à fond
avec Hindley dans la roue. Mais est-ce qu'on va avoir un petit écart qui va nous être crédité? Ah, pas vraiment. Pas vraiment. La faute à quelques... à Godu, non, ça va, parce que Godu, à la limite, il a doublé Hindley. Non, la faute à Benoît, qui a fait un peu la jonction, et puis ça se trouve, il n'y aurait peut-être même pas eu d'écart là-dessus. Donc, pas de changement au général. Kragh Andersen a eu son étape, comme sur le Giro. Donc voilà, il en claque pas souvent, mais elles font plaisir. Elles sont surtout sur des grands moments. Oh là là, le mal de dos aggravé là pour Nico Dens ne m'incite pas à l'optimisme au matin d'une étape 15 qui est encore de transition, mais qui est encore plus accidentée que la précédente. Alors là, c'est toujours pareil. Hein. Est-ce qu'on envoie quelqu'un devant ou est-ce qu'on peut-être mise un peu plus sur le travail d'équipe, comme je l'abordais à l'étape précédente. Celle-ci, l'étape 15, peut peut-être davantage le permettre que l'étape 14, puisque les difficultés dans le final, là, la difficulté principale, en tout cas, s'annonce peut-être sélective, on verra bien. Tiens, dans l'échappée, il y a Jakob Fuglsang, fait partie des nombreux déçus, on va dire, des nombreux déçus du général. Donc il joue les victoires d'étape. Je fais rouler en ce début d'étape 15, parce qu'il est hors de question qu'on laisse partir l'échappée et qu'on se désintéresse de la victoire finale. Je demande ici comme ça à Arensman, très solide, hein, Timmins Arensman, c'est très très solide, ça fait du gros boulot, ça mène le peloton pendant assez longtemps, et honnêtement, coureur de grande valeur que je rapprocherai un peu là dans l'utilisation que je peux en faire sur cette équipe DSM de quelqu'un comme Tousveld, qui est lui aussi assez polyvalent, très précieux, capable de nous assurer de quand même de très très longs moments en tête. On avait aussi sur le Giro le petit Donovan également, qui avait été très précieux, je me souviens, sur l'étape dans les graviers là, il avait joué un rôle important. Voilà, donc on va malheureusement avoir quand même un peloton qui est quand même relativement regroupé, mais c'est normal, on n'a pas non plus tout fait exploser, c'était bien trop difficile. En revanche, le point positif, c'est que l'écart avec l'échappée est quand même relativement réduit, et on peut encore à ce moment-là envisager très largement une victoire d'étape. À voir tout cela. C'est Nicolas Roche qui est actuellement chargé du boulot devant. J'ai quand même fatigué pas mal de mes équipiers, soit Dens ou Arensman. Pour eux, c'est pas loin d'être terminé. Pour Nicolas Roche, c'est pas loin non plus, d'être terminé. Il va nous rester Kragh Andersen, Bardet, Benoît pour essayer de mettre Hindley dans les meilleures conditions possibles. Alors, on va aborder ce col de Peratayad qui comporte de jolis pourcentages. Jolis pourcentages, je ne le connais pas, je ne suis jamais passé sur ce col. Toutefois, on exploite les dernières bribes d'énergie des équipiers avant de les libérer. C'est parti pour un bon petit travail. En fait, oui et non, parce qu'il y a des équipes qui font un travail encore plus intense, et donc on n'a pas encore l'occasion là de faire nous-mêmes, je dirais, le train à l'avant. Ça y est, ça viendra donc juste après, dans la partie murale de ce col, hein, qui est quand même assez joli au niveau de ses pourcentages. Très joli mur ici au milieu de l'ascension. On va, après avoir épuisé Kragh Andersen, demander, comme d'habitude, à Romain Bardet de faire du gros boulot. Pogačar est dans la roue, il n'y a pas de problème à un coureur ou deux près, pas de problème. Allez, on a peut-être ici une opportunité, parce que Roglic, je ne le vois pas, je ne vois pas Roglic présent, donc peut-être quelque chose à faire. Après, on va se méfier tout de même, parce que peuvent revenir dans la descente. Voilà, d'ailleurs, ils ont déjà recollé. Attaque de Hindley
avec Pogačar. Roglic a été vigilant. Est-ce que Pogačar va nous aider? Est-ce qu'il va relayer? Hélas, regardez-moi ça. Pas vraiment. De toute façon, on a été quand même assez vite repris par Roglic. On a Hirschi qui bosse pour Pogačar. Bon, ça permet également à Benoît de rentrer. On sera donc 2 dans le final, dans ce groupe de 12. On sera 2 DSM, alors qu'on voit que derrière Uran, Bourman, qui peuvent jouer placés sur ce Tour de France, vont peut-être perdre du temps sur cette étape-là. Devant, je décide de rouler pour maintenir comme ça un petit écart avec le groupe qui suit. Ça ne fonctionnera pas, parce que je n'ai pas envie non plus de me dépouiller pour cela. Vous voyez, c'est nul, parce que, ok, on récupère Romain Bardet grâce à cela, mais mecs sont devant, il y a une différence de fait, et en fait, à un moment donné, ils s'arrêtent de rouler, quoi. Donc moi, je refuse, il faut pas non plus être bête, et les amener à la victoire d'étape sur un plateau. Donc il y a un moment donné où soit on essaye de faire une différence, soit on fait comme eux, on attend. Et je vais tenter donc de partir avec Jay Hindley, dans la roue duquel a sauté David Gaudu. C'est plutôt une bonne opération. Gaudu, s'il collabore, le coup serait vraiment intéressant. Et regardez, encore une fois, c'est rentré. On est donc pas vraiment servi sur ce type d'étape-là. On peut essayer de faire les différences qu'on veut. En plus, derrière, il réattaque Gaudu. Donc c'est un peu... quelque part, c'est un peu gavant parce que... Donc, on a 13 secondes avec Hindley Gaudu. Le mec ne collabore pas. Par contre, derrière, il en replante une. Collabore, mon grand. Parce que moi, je collabore. À la limite, la victoire d'étape, je te la laisse. Bon, ça, il le sait pas. Mollema va essayer d'en planter une. Guillaume Martin également. Alors là, c'est les types qui essaient de se jeter sur l'opportunité pour prendre une victoire d'étape. Parce que derrière, ça va se regarder. Pensez-vous. Non, ça va pas se regarder, parce que je peux vous assurer d'un truc, c'est que je vais essayer de la jouer au sprint, celle-là, et on va pas laisser partir, et on va même la recueillir. Voilà, victoire pour Jay Hindley sur cette étape 15. Alors le gain, il est minime, puisqu'il n'y a pas d'écart avec Pogačar, qui d'ailleurs fait deuxième, donc 4 secondes gagnées sur Pogačar, 10 secondes sur Roglic puisqu'il y a la bonif. Ouais, mais on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut pour essayer de ramasser des miettes. On ramasse des miettes là où on le croit possible. On est à 1,16 à ce moment-là. Il va y avoir ensuite une étape relativement calme pour nos leaders, puisque elle est assez facile à pronostiquer pour les sprinters. Dans ce cas précis, l'arrivée à Romans-sur-Isère. On va donc voir la suite de la bataille entre Groenewegen et Caleb Ewan. Un petit peu moins d'étapes pour eux là sur cette première partie de deuxième partie, si vous voulez, ce milieu de Tour de France était un petit peu moins pour les sprinters. Mais par contre, ça n'est pas terminé puisque nous aurons encore l'étape 19 et l'étape 21 évidemment qui pourront s'adresser à eux. Voilà, j'essaie d'envoyer Kragh Andersen. J'ai pas non plus une foi infinie en la possibilité de faire quelque chose avec Aimé de Ghent, petit Bonifacio et par contre Yves Lampart. Yves Lampart, ça peut rouler très 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 fort. À voir un petit peu comment les choses peuvent se passer. Tout dépendra un peu de l'avance qui nous sera laissée par le peloton qui, vous le voyez ici, ne s'est pas relevé. Le peloton contrôle. Il est à moins de 3 minutes ou environ 3 minutes de l'échappée. Donc quand tu es à 3 minutes comme ça, qu'il reste autant de bornes et que ça décroît en plus à moins de 2 minutes à 50 bornes de l'arrivée, le scénario pour la fin, on va pas dire qu'il est inéluctable, mais il paraît relativement défavorable à l'échappée. Après, on sait qu'il peut y avoir une bascule à un moment donné où si on peut rouler pas mal, à ce moment-là, on peut décourager derrière. Mais l'étape, à mon sens, l'étape n'a peut-être pas été assez difficile et le plateau de coureur est peut-être un petit peu trop fort pour qu'on assiste à ça sur cette étape 16. Toutefois,
On va essayer de se donner un maximum de chance avec Lampard. Essayer de la mettre au fond, cette échappée. Ce sera pas évident. Lampard n'en peut plus. Kragan Larsen, il ne lui reste plus grand-chose également. Et on voit le peloton qui revient lancé comme une balle. Donc là, à ce moment-là, on a envie de dire, alors, elle est pour qui celle-là? Elle est pour Groenewegen ou pour Caleb Ewan? Parce que honnêtement, il n'y a pas trop de mystère. Je tente tout de même un petit démarrage là aux 2,5 km avec Benoît, histoire de tester. Est-ce que ça peut marcher ou est-ce que on va se faire croquer? Regardez, la réponse est assez évidente. La lutte se disputera entre les spécialistes. Regardez-moi ça. Ouh là là, que c'était serré. C'est Ackermann qui fait 3 derrière, Groenewegen 2 et Ewan 4. 4e victoire d'étape pour Caleb Ewan sur ce Tour de France. Il mène donc dans son petit face-à-face vis-à-vis du sprinter néerlandais Groenewegen. Tiens d'ailleurs, on va le revoir en mai lui, c'est ça, suite à cet horrible incident avec Jacobsen en Pologne. Regardez-moi ça. Nico Dens, mauvaise nouvelle. Non partant. Le matin de l'étape qui arrive à Serre Chevalier. Donc ça, c'est quand même pas une très bonne affaire non plus. Les 3 favoris du jeu sont Pogačar, Roglic, Hindley. Est-ce qu'on va réussir à confirmer ce pronostic? Alors c'est intéressant parce que cette étape, bon, elle est vraiment très belle. On a le col de la Croix de Fer là, le hors catégorie que vous apercevez, qui sera donc la 2e ascension du jour. Et puis ensuite, ce sera le Galibier, par le Télégraphe. Donc c'est assez intéressant d'envoyer éventuellement Romain Bardet à l'avant, avec soit un petit objectif caché de victoire d'étape pour Romain, puisqu'il n'en a pas obtenu sur ce tour, soit, et ça paraît quand même plus cohérent si on veut jouer le général, tiens, vous voyez, il y a également Alaphilippe qui veut participer à cette échappée. Il y a beaucoup de grands noms, on a vu aussi Almeida, on a Gaudu, Mollard et Pinot également qui cherchent à se mêler à cette échappée. L'homme en forme du groupe me paraît être Marc Soler. Il n'y a qu'à voir la manière dont il a comme ça un peu lâché du monde, puis sprinté pour prendre les points de la montagne. Il me paraît pas mal Marc Soler sur cette étape. Donc il y aura le col de la Croix de Fer, puis comme je disais, Galibier par Télégraphe. Et ensuite c'est la descente, avec une arrivée à Serre Chevalier. Alors ça, ce sont des endroits que je connais un petit peu mieux, pour les avoir pratiqués en vélo également. C'est vrai que c'est très excitant. C'est vrai que le simple fait de se trouver là-bas nous rappelle toujours des souvenirs assez sympathiques. L'échappée prend-elle du champ? Ça, c'est toute la question. 4 minutes et quelques pour cette échappée. Il est évident que je ne vais absolument pas consommer outre mesure Romain Bardet dans l'ascension de la Croix de Fer. Ce serait une aberration. En revanche, quand même essayer de se positionner un peu à l'avant, d'où mon 67 en effort relais, qui pourrait sinon se muer en 42, si on voulait être un peu joueur et accepter l'idée d'une cassure à reboucher, puisque ça arrive. Il ne faut pas croire que ça n'arrive pas. Regardez, 4,30, ça se stabilise, semble-t-il, à l'approche du sommet du col de la Croix de Fer. L'écart est relativement stabilisé. 4,30 à ce moment-là, ça veut dire que on a trouvé des gens pour rouler derrière, et on a également scénario très probable qui est à un moment donné les favoris qui reprennent l'échappée. Parce que sinon on serait monté à 7-8 minutes, et à ce moment-là on aurait pu peut-être jouer la victoire d'étape pour Bardet. Là je reste sur mes gardes, quoique l'écart est monté ici, 6 minutes au sommet de la Croix de Fer. Soler encore assez présent. À vrai dire, si on fait équipe Bardet-Soler, ça peut pourquoi pas être pas mal. À voir. Là encore, qui est-ce qui roule? Assez laborieusement
un petit peu de UAE qui roule. Tiens, pourquoi est-ce que Scofidis s'est projeté vers l'avant? Mollard est lâché. Derrière, Pinot, qui vit décidément un horrible Tour de France, est lâché également. Et quand on redescend un petit peu comme ça vers le peloton, voilà, Sagan roule pour la Bora-Hansgrohe. On se demande un petit peu pourquoi, parce que Buchmann ne paraît pas très très en forme non plus. En tout cas, il est un petit peu distancé au général. À voir, à voir, à voir. Ici, j'essaye... il y a eu regroupement devant, hein, donc de bien sûr économiser les forces de Romain Bardet. Les formes du jour ont relativement été bonnes pour nous. On a eu, on va dire, un petit plus 1 par rapport à ce qui était prévisionnel. Donc on est plutôt heureux. On avait été plutôt du bon côté de la pièce. Allez, faisons attention à ce qu'il n'y ait pas comme ça une accélération qui ensuite nous demande de forcer. On a déjà perdu quelques équipiers, on est en train d'en perdre un autre, c'est Arensman. Voyez l'importance de Nico Dens et Sutterlin, parce qu'à ce moment-là, sinon ce serait eux qui auraient lâché. Et il me resterait encore Arensman et j'aurais encore de la barre suffisante avec Kragh Andersen. Donc c'est très très important avoir des équipiers en moins, c'est radical. Hein. Ici, certains ont joué le GPM, Bardet, mine de rien, a dû piocher dans ses réserves. L'écart, de toute façon, est relativement faible entre l'échappée et le groupe de favoris. Je crois que c'est Barguil, non? C'est ça ou pas? Est-ce que c'est Barguil qui roulait tout à l'heure à l'avant? Je crois que c'était lui. Pogačar en plante une. Attention. Pogačar en plante une. On peut toujours se dire que Roglic va avoir intérêt à rouler. Hein, donc je vais essayer de réagir de manière un peu moins directe sur les attaques là auxquelles on va assister. Pogačar en remet une, tempérament très offensif le garçon. Calme-toi, voilà, économise-toi, coupe-moi cet effort curseur là, c'est pas possible. Vous voyez, on revient là, on est en train de revenir sur les échappées du jour. Pogačar en replante une après que Buchmann ait fait l'esquisse d'une attaque. On a Henrik Mas dans la roue de Pogačar, il faut recoller, donc échappée reprise, on va pouvoir avoir le soutien de Romain Bardet, que je vais du coup délibérément faire rouler, en tête de groupe, faire rouler en espérant faire sauter du coureur. Hein. On espère que ça va sauter derrière, et si on avait le bonheur de faire sauter Pogačar ou Roglic, ce serait pas dommage. Après, je ne vous garantis rien. En tout cas, voilà, Pogačar juste derrière, Thomas, Roglic. Bardet peut travailler comme ça pendant longtemps. Hein. Donc, c'est plutôt bien de l'avoir retrouvé. Je suis plutôt pas mal armé avec Hindley à +4 et Bardet qui... Bon, bah après, forcément, à un moment donné, il y aura ses limites. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire, à votre avis, quand Bardet n'en pourra plus? Je vous le donne en 1000. On va attendre que sa barre se vide après avoir réduit un peu l'effort pour essayer d'attendre le meilleur moment pour essayer de planter une attaque. C'est parti. Hindley qui attaque, Pogačar dans la roue, Roglic également. Thomas va essayer de faire le jump. On va passer au sommet. On n'a pas fait la moindre différence. Mais pas la moindre. C'est quasiment désespérant, parce qu'en fait, à la loyale, on ne peut rien faire vis-à-vis de Pogačar, et il semblerait qu'on ne puisse pas faire grand-chose non plus vis-à-vis de Roglic. Vous savez, cette scène amusante, j'essaye d'attaquer dans la descente, avant de me rendre compte que ça ne sert mais strictement à rien, car les autres, sans forcer, nous suivent le plus facilement du monde. Du coup, je me décide à suivre, hein, forcément. Je me décide à suivre peut-être Pogačar. Après, c'est difficile de dire lequel entre Roglic et Pogačar là, dans cette partie a le meilleur jump sur un sprint éventuel. Moi, j'ai joué plutôt Pogačar a priori avant de jouer Roglic. Vous voyez, c'est une erreur. Parce que Pogačar va comme ça, juste au moment où je me suis rabattu dans la roue de Roglic, en planter une. Donc,
Toute la question maintenant, c'est de savoir si Primoz Roglic va nous ramener ou est-ce que il va laisser tranquillement Pogacar aller chercher cette victoire d'étape. Pour moi, Roglic a intérêt à y aller. Je vais sprinter tout de même à un moment donné. Ouf, il nous restait suffisamment de barres. Il en restait moins à Pogacar et moins à Roglic. C'est une victoire d'étape pour Jay Hindley. Je crois que c'est sa 3e sur ce Tour de France. C'est pas mal, 3 victoires d'étape. 3 victoires d'étape, mais le chiffre 3 aussi pour le général, puisque on n'a rien gagné sur cette étape du Galibier. Voilà, ici quelques groupes qui arrivent ensuite. Donc, bah oui, le classement général va être plus ou moins inchangé, puisque seules les bonifications vont modifier légèrement les écarts. 57 secondes Pogacar, 1,10 Hindley, et puis derrière, ça semble entendu. Le podium, nous le connaissons probablement. À ce moment-là, comme je n'exclus pas de faire une saison suivante avec ce team DSM, bah, on parle dossier. Je vise surtout Asgreen, Hindley, et le petit Casper Pedersen m'intéresse, Chris Hamilton, également Martin Tusveld. C'est-à-dire que je pense qu'il faut jouer le développement interne en partie. Et puis mon petit extra, là, la petite cerise sur le gâteau que je projette de venir apporter, c'est Asgreen. Voilà. Donc à voir si c'est bien cela que je ferai ou pas. Le col de l'Izoard, c'est un col très difficile. Et dans cette étape 18, on va avoir fort à faire. J'envoie Bardet à l'avant. Ça commencera par le col de Vars. On aura un petit sprint intermédiaire du côté de Barcelonnette, que certains d'entre nous connaissent. Ensuite, ce sera Vars par, je dirais, le versant, côté Italie, on va dire. Et ensuite, c'est la redescente dans la vallée. Et pour ensuite aller emprunter le chemin de l'ascension de l'Izoard. Alors, on est à plus 4. On est bien servi, honnêtement. Plus 4. Même si c'est le prévisionnel qui est comme ça, quand on regarde le détail, honnêtement, si avec Hindley à plus 4, on n'arrive pas à le faire, ça veut dire que c'était pas faisable tout simplement sur ce coup-là, quoi. Donc, à voir un petit peu. J'envoie Romain Bardet, bah oui, parce que j'ai trouvé que le fait de retrouver Romain dans la dernière ascension du jour pouvait énormément apporter à Hindley. Benoît sera chargé d'accompagner avec les autres. Et par contre, petite déception, je dirais, c'est cette forme du jour pour Romain Bardet. C'est vrai qu'elle ne nous permettra pas d'envisager les choses aussi facilement que si on avait hérité de mieux, mais voilà, ça fait partie. C'est aussi ça qui est rigolo, de mettre un peu de sel dans la partie avec une forme d'incertitude et parfois des situations plus difficiles à gérer, quoi. Tout simplement, nous sommes dans l'ascension vers Vars. Allez, on se positionne, on surveille les éventuelles accélérations. L'écart paraît assez confortable pour l'échapper. Je vais essayer comme ça, peut-être virage à gauche, après virage à droite, pardon. Après il y a hop, virage à gauche et on est au GPM. Donc là-dessus, c'est rigolo parce que évidemment c'est une échelle réduite par rapport à la réalité, mais c'est vraiment fidèle. Hein. C'est vraiment fidèle à la réalité du col de Vars quand on arrive par ce côté, que je disais juste avant, côté italien entre guillemets, parce qu'après, en fait, il suffit de continuer avec le col de l'Arche là avant de monter Vars et on est en Italie, donc à partir de là, on est vraiment juste à côté dans les Alpes du Sud ici de l'Italie. Allez, Benoît. Bon, écoutez, il n'y a pas d'effort à faire particulier. 7 minutes et plus pour l'échapper à ce stade-là. Est-ce que Romain Bardet pourra nous être d'une utilité quelconque avec Hindley? J'en ai aucune certitude. Aucune certitude. Par contre, ce que j'ai bien vu, c'est qu'il y en a qui sont partis.
et qui nous ont pas du tout attendus. Notamment Solaire. Solaire a vraiment de bonnes jambes. Hein. Il est vraiment pas mal. Qui est-ce qui est remarquable dans ce groupe? Landa. Franchement. Michael Landa, je prends tout de suite ses notes, elles sont fabuleuses. Hein. Il y a un 81 en montagne, il y a je crois un 77 en récupération, quelque chose du style, un 77 en vallon. Il y a une note en résistance qui est pas dégueu. C'est assez bien noté, mais je trouve que c'est pas immérité du tout, hein, mais il est précieux Landa. Hein. Donc soit il est en forme, soit et à ce moment-là il sera dur à jouer, soit il est pas vraiment en forme et bah regardez, moi je laisse partir en fait. Ça c'est un pari aussi. Hein. Il reste avec nous, Michael Landa, il est gentil. Par contre, s'il pouvait aider, ça serait pas mal. Ouais, parce qu'en fait, je projette de rentrer au train. J'en ai marre de ces attaques, en fait, qui me paraissent être plus bah, des vecteurs de perte de barre qu'autre chose. Parce qu'après, si vous travaillez au train, vous allez les reprendre, les mecs. On va les reprendre d'ailleurs avec Romain Bardet. Enfin, je sais pas si je dois être aussi affirmatif. Bref, à voir. On va tenter ici un effort avec Benoît pour essayer de secouer le cocotier, de préparer les conditions pour Hindley. Non, en fait, devant, ça n'allait pas, et le pauvre Romain Bardet ne sera pas apparemment dans une grande forme, et il sera difficile pour lui de pouvoir aider au moment où on va le dépasser assez violemment. Regardez-moi ça, attaque de Pogačar et Roglič. Honnêtement, c'est imparable. Moi, j'étais un peu mal situé en bas, là, donc on va quand même essayer de faire l'effort, peut-être essayer de rentrer sur les deux Slovènes, hein, mais voilà, hein, tout simplement, Hindley est capable. Hein, il est capable de faire comme ça l'effort. Bardet ne va malheureusement, comme je vous le disais juste avant, pas nous être d'une utilité fameuse. Hélas, le -2 aura quand même bien joué son rôle. Hindley va donc devoir se débrouiller un petit peu seul pour rentrer sur les deux mutants. On a bien compris que c'est pas aujourd'hui qu'on va reprendre 2 minutes à tout le monde. Hein. Hélas, c'était pas possible. Je crois qu'à partir du moment où les deux sont partis, c'est un petit peu dommageable. Et puis j'avais pas vraiment les moyens non plus de faire rouler. Bref, le plan n'aura pas fonctionné comme on aurait pu l'espérer. Roglič va non pas s'imposer, mais récupérer encore quelques secondes précieuses vis-à-vis de Pogačar, non loin duquel on va terminer. Et tout cela devrait entériner. Vous avez vu la jolie victoire de John Almeida. Tout cela devrait entériner la probable future victoire de Primož Roglič au général de ce Tour de France. Après, suspense tout de même, parce que on a bien vu que Roglič peut être malchanceux sur les courses qui se déroulent en France ces derniers mois, IRL. Est-ce que le jeu va nous reproduire un scénario de ce style ou pas? On va bien voir ça. En tout cas, l'avance, elle paraît bien confortable. Regardez, 1,27 sur Pogačar, je pense pas qu'il puisse perdre 1,27. Et 1,50 sur Hindley, je pense pas qu'on soit capable de la lui reprendre. Donc ça sent très très bon pour le leader de la Jumbo-Visma. Nous irons tester tout cela du côté du contre-la-montre qui se déroule à Marseille après une étape de transition Embrun, Salon de Provence, sur laquelle j'essaie de partir aussi. On va me dire, mais t'essaies de partir tout le temps. Bon, ouais, pas tant que ça finalement. Je trouve que j'ai joué les échappées, peut-être 4-5 fois maximum. Hein, on avait plus une logique d'essayer d'être au soutien du leader. Du coup, parfois par prudence, je me méfie et je préfère pas consommer mes types. Alors là, il va y avoir une mini cassure, mais elle ne veut absolument rien dire. Il faut absolument pas s'en laisser compter, puisque les regroupements se feront. D'ailleurs, il est bien difficile pour Kragh Andersen de sortir, parce que derrière, ça a pas mal roulé. Allez, peut-être qu'avec Geoffrey Soupe, on va pouvoir y aller. Donc ce serait sympa. Derrière, vous voyez, on essaie de pas se faire avoir. Le sommet a été franchi. Nous sommes dans la descente. Les difficultés étant situées assez loin de l'arrivée, on pourrait assister à une 8e bataille entre
entre Iwan et Groenewegen. Je rappelle, 4-3 pour Caleb pour le moment. Alors, quel sera le score final de cette opposition entre sprinters? Desmar n'en a pas encore pris, Ackerman n'en a pas encore pris. Il y a pas mal de gens qui sont restés sur le carreau en vérité, hein, sur les sprinters purs. Devant l'échappée, a-t-elle un coup à jouer? Alors déjà, il y a Van Avermaet, donc je suis toujours content de croiser sa route. Il y a Sepp Van Mark. On pourra aussi signaler la présence de Rémi Cavagna. Donc, a priori, quand on voit la composition, on se dit, échappée qu'il y a de vraies chances. Hein. Sauf que l'écart me paraît insuffisant. À ce stade-là, tiens, il se tire encore la bourre, là, Groenewegen et Caleb Iwan pour le sprint intermédiaire, pour le maillot vert. Nous, ça fait bien longtemps qu'on a abdiqué à ce niveau-là, parce que en vérité, on a vite été douché par les performances de Caleb Iwan notamment. Donc, ce n'est pas un tour sur lequel on rentrera à Paris avec le maillot vert. Loin s'en faut. Écart relativement réduit. Attention aux cassures. Apparemment, ça a cassé. Aïe aïe aïe. Ce serait dommage de faire foirer. Bon, ça va. Ouf. On a réussi à rentrer. On va donc assurer de bons niveaux d'intensité d'effort. Parce que Kragh Andersen a été repris, je ne vois aucune raison de laisser un cadeau à cette échappée. À partir du moment où nous n'en faisons plus partie, on va jouer, péniblement le sprint. Et alors quand je joue le sprint, alors j'en parlais en tout début de vidéo, hein, autant Benoît, j'adore jouer. Mais quand on est réduit à sprinter avec Tige Benoît, c'est que tu vas pas gagner, quoi. Voilà. Donc c'est juste pour la forme. C'est juste pour la forme. On va tenter comme ça d'accélérer sur un malentendu. Et qu'est-ce qui va se produire? Tiens, une nouveauté. Tant mieux. Arnaud Desmar, enfin. Pascal Ackerman qui fait 2. Et ben voilà. On a enfin eu quelqu'un d'autre qui s'impose sur un sprint massif. Iwan et Groenewegen doivent se contenter de 9 et 5. Ah, Gaviria aussi, on a cru qu'il n'existait plus. Gaviria aussi présent, rendez-vous compte. Jamais vainqueur sur 8 étapes de sprint plat. Si c'est pas une domination monstrueuse de Iwan et de Groenewegen, je sais pas ce que c'est. Et puis, il y a un intérêt aussi, sinon, pour cette étape 20 là. Intérêt majeur. C'est évidemment essayer peut-être de la remporter avec quelqu'un comme Kragh Andersen. Hein, donc il y a de l'intérêt. Honnêtement, je l'adore, hein, cette étape. Elle est belle, hein. Elle est magnifique. Ça, c'est censé symboliser ici, tam, hop, le passage à Notre-Dame de la Garde. On y passera là, tous tour à tour. J'ai un peu accéléré, j'ai un peu intensifié l'effort sur la montée vers Notre-Dame de la Garde. Rémi Cavagna tient l'intermédiaire provisoire. Arensman n'a pas été dégueulasse, honnêtement. Est-ce que Kragh Andersen pourrait nous faire un temps? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'aurais adoré avoir le plus 5 pour essayer de faire péter un super chrono sur cette étape 20 avec Kragh Andersen. Je n'en ai pas hérité, c'est comme ça. Mais honnêtement, allez quoi. Il y a peut-être quelque chose à faire. Surveillons notre barre. L'intermédiaire à 20 secondes en haut de la côte. Ah là. M'indiquait en effet que nous n'allions pas le faire. On est battu, mais regardez, pas longtemps après, c'est Juan Dennis qui écrase tout. Et puis là, par contre, c'est un peu moins réjouissant, puisque c'est tout bêtement une séquence où on s'apprête à subir. Alors, je pense que, pour parler de la seule chose importante à ce stade-là, la 3e place de Hindley, qui, honnêtement, j'ai envie de m'y accrocher, la seule chose importante, c'est ça, et à ce niveau-là, je suis quand même optimiste, parce que je vois mal Geraint Thomas nous reprendre 3 minutes. 3 minutes, c'est beaucoup. Surtout avec une très bonne forme pour Hindley. Donc, on devrait arriver à limiter les dégâts. Benoît
joue quoi? Benoît joue un top 15, hein, à peu près, on est d'accord? Un petit top 15 pour Benoît, un petit top 20 vers là pour Bardet. On va voir si c'est en tout cas réalisable. Et puis, allez ici, hop, on termine un peu sans barre. Alors c'est vrai que comme quelqu'un me le signalait récemment, excellente réflexion de sa part, je suis désolé de ne pas pouvoir le citer, son nom, il disait, si tu n'as plus de barre à la fin d'un CLM à 2-3 secondes de franchir la ligne, en fait c'est pas très impactant, parce que le coureur sur sa lancée ne va pas perdre énormément de vitesse. C'était une remarque qui est très très juste, sur le plat bien sûr, remarque très très juste, qui permet éventuellement d'accepter de bouffer la barre, de faire disparaître la barre jaune, pour être clair, un tout petit peu avant la ligne, mais vraiment pas beaucoup non plus, hein. Sans cela on perd énormément. Bon, voilà, c'était une petite remarque en passant. Je trouvais qu'en tout cas il avait bien raison de signaler ça sur le gameplay, c'est un truc qui peut nous faire gagner des secondes dans certaines situations. Toujours Rohan Dennis. En plus, c'est très amusant parce que Rohan Dennis avait gagné le prologue à Düsseldorf de ce tour. Souvenez-vous, épisode précédent. Eh bien, il est peut-être sur le point de gagner également l'étape fin. Donc ce serait assez marrant que ça termine presque comme ça. Commencé, Tom Dumoulin en tout cas a été battu par Dennis. Roglic ne paraît pas en mesure de s'imposer. Hindley va chercher à limiter un petit peu les dégâts, mais je vous l'ai dit, je ne suis pas outre mesure inquiet, même si Geraint Thomas a tapé un super temps. Hein. Mais allez, mon Jay. Allez, mon Jay. Ça va, c'est sauvé. On est aux alentours de la minute. Pogačar va-t-il renverser Roglic? 31 secondes, ça me paraît étonnant. Il faudrait que Roglic arrive avec 2 minutes de retard. On n'imagine pas trop le truc en fait. Hein. Voilà, on l'imagine plutôt même top 5. Voilà. Eh bien écoutez, on a le classement final de ce Tour de France. Roglic, Pogačar, Hindley, Thomas, Mollema. Benoît fera 12 et Bardet fera 15, ce qui veut dire qu'on va récupérer ce dont on se fiche éperdument, c'est le général par équipe. On s'en fout, mais total, mais on va quand même le récupérer. Ça, on va dire que ça mettra un peu de beurre dans les épinards, puisque c'est quelque chose qui peut rapporter un petit peu d'argent sur un grand tour. Donc, à voir. J'essaie de sortir, là encore, avec l'inénarrable Kragh Andersen, mais c'est difficile. C'est difficile. On est rentré déjà, regardez. Ouais, on est déjà plus ou moins sur le circuit final, là, ou presque. Presque, pas encore. On n'est pas encore sur le petit circuit. Voilà, là on y est. Iwan est insatiable. Il a je ne sais pas combien de points d'avance sur Groenewegen, mais il a quand même sprinté. Donc, Iwan, il tient ce maillot vert. Il n'y a pas de doute là-dessus. Donc, bah écoutez, là, cette fois-ci, on est bel et bien dans le circuit final. Quelques tours entre le Louvre, grosso modo, et l'Arc de Triomphe. Je vais essayer de voir si là encore on pourrait pas, sur un malentendu, racler quelque chose. Je sais pas, honnêtement. Mais bon, en même temps, vous allez me dire, faut bien s'occuper. T'es là, tu vas pas non plus être là, oh bah non, je sais que je vais pas gagner, donc je joue pas le coup. Bon, on joue le coup. Allez, dernier passage, ici. Hop là, sous le parvis du Louvre, enfin presque, juste à côté. Et rue de Rivoli, c'est marrant, ça ressemblait à ça quand je vivais à Paris, rue de Rivoli. Mais je crois qu'il y a eu des modifs. Enfin, bon, les Parisiens en savent plus là-dessus, mais il y a des gens qui m'ont dit qu'en fait ça avait été un peu modifié. On passe, voilà, à la Concorde sur la gauche. C'est parti. On va accélérer ici pour essayer de mettre sur orbite Kragh Andersen. Pouah, tu parles, on était à Pailleul sur ce coup-là. Ah, mais par contre, satisfaction de voir quelqu'un d'autre s'imposer. C'est Sonny Colbrelli qui s'impose ici, sur les Champs-Élysées, devant Nicolo Bonifacio. Ah, Davide Ballerini qui fait 4.
Intéressant. Intéressant. En tout cas, ça aurait été joli. Je suis assez content de voir Colbrelli la prendre. Parce que pour tout dire, ça a commencé à me saouler un peu que ce soit tout le temps Iwan ou Groenewegen. J'étais bien content qu'il y ait un peu de partage dans les victoires. Apparemment, Bonifacio y a cru, puisque vous avez vu, il y avait une ébauche de levée de bras. Roglic s'impose donc. Premier Tour de France pour le Slovène, qui succède donc virtuellement cette partie à son compatriote Pogacar, hein, tout bêtement. On va avoir comme ça les petits classements annexes pour lesquels voilà, je vais quand même vous les montrer. Hein. Hommage à Marc Soler et son maillot à pois. Hommage également à Caleb Ewan et son maillot vert. Voilà, jolie avance. Il n'y aura pas eu de match. Et pour ce qui est du reste, écoutez, j'ai pas envie d'en faire trop sur le maillot blanc et sur le général par équipe. Maillot de blanc tout à fait naturel pour Pogacar et général par équipe tout à fait naturel également pour la team DSM qui n'aura pas réussi à mettre les ingrédients pour emmener Hindley au sommet. Après, je vais vous dire ce que je crois. Je pense qu'on fait 3 avec Hindley, mais même avec le meilleur des scénarios, on aurait probablement fait 3 aussi avec Benoît. Donc j'ai aucune espèce de regret. Et puis, fallait tenter le coup. On se retrouvera dans quelques temps pour des réjouissances à venir avec cette équipe. Décidément bien amusante en tout cas à jouer. Je vous la recommande vivement. Ciao.